Merci Valérie Pécresse donc d'être avec nous. Je précise que dans le dernier sondage IFOP Paris Match, vous êtes la personnalité préférée à droite, la 4e personnalité préférée des Français. Comment est-ce que vous vivez ce nouvel épisode de crise dans votre famille politique ? Avec un peu de douleur, mais je crois vraiment qu'il faut que toutes ces querelles de personnes, on les mette de côté. Aujourd'hui, quel est l'enjeu pour la droite française ? L'enjeu pour la droite française, c'est de rénover son logiciel politique et d'apporter des solutions nouvelles aux problèmes des Français. Vous l'avez dit, j'ai été invitée ce soir chez vous, en réalité pour parler d'Europe. Et je voulais ce rendez-vous parce que, vous savez que dans quelques semaines, nous allons nous réunir pour parler justement de notre projet européen. Très souvent, les Français se désintéressent du sujet européen. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que ces élections européennes de l'année prochaine sont des élections qui vont les concerner, vont les concerner dans leur vie la plus quotidienne. On va y venir dans un instant, Valérie Pécresse. Mais ce qui se passe dans votre famille politique peut beaucoup handicaper ces élections européennes, peut vous empêcher d'avoir un score correct pour le moins. Donc il faut quand même peut-être en parler, que vos adhérents, vos militants sachent un peu où vous êtes et où tout le monde est. Parce que là, on est perdu. Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron est élu et on a l'impression que cette droite, les Républicains, n'arrivent pas à se redresser. Est-ce que vous avez parlé depuis hier à Laurent Wauquiez ou à Virginie Calmels ? À personne ? Je voudrais pas qu'on parle des personnes, je voudrais qu'on parle vraiment de la stratégie. Non, mais la stratégie pour regagner la confiance des Français, parce que c'est ça le sujet. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'abord des idées. Et ensuite, rassembler de manière très large. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a une phrase très juste. Il a dit « Tout doit se faire dans le rassemblement ». Il ne faut pas rétrécir la droite, il faut l'élargir. Et pour l'élargir, il faut lui apporter du carburant du débat d'idées. Il faut que ce soit chez nous que le débat se fera. Et on ne sera pas toujours tous d'accord. En termes de débat, vous êtes servi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs personnalités, il y a tout ce qu'il faut. J'ai théorisé il y a quelques mois l'existence de deux droites, mais je crois fondamentalement qu'elles sont réconciliables. Je crois que c'était l'intuition première, à la fois de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, de se dire que finalement, on pouvait emmener toutes les sensibilités de la droite et du centre-droit ensemble dans un parti qui serait fait pour gouverner. Oui, et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous dites toujours la même chose ? Est-ce que vous en êtes convaincu sincèrement ? Ou est-ce que d'une certaine façon, vous dites ça valide plutôt ma position qui est d'être à la fois une personnalité de ce parti, mais en même temps en ayant mon propre itinéraire, sans m'opposer peut-être directement, mais en même temps en faisant entendre une tonalité différente, parce que sinon, à l'intérieur du parti, il n'y a pas de place. Non, ce qui est certain, c'est que j'ai refusé, quand Laurent Wauquiez me l'a proposé, de rentrer dans l'équipe dirigeante. Et vous le refuseriez de nouveau aujourd'hui ? Non, mais je l'ai refusé pour garder ma liberté de parole. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans une équipe, eh bien, il y a une forme de loyauté qui fait qu'on doit... c'est très difficile d'avoir une vraie liberté de pensée et de parole. Mais pourquoi je voulais ma liberté de pensée ? Que Laurent Wauquiez est limogé Virginie Calmels ? Je voudrais juste pouvoir terminer. Mais pourquoi une liberté de parole ? Non pas pour diviser. Je veux proposer. Mais quand on veut proposer, il faut proposer sans tabou. Quand je propose des mesures de politique familiale, des mesures sur l'immigration, des mesures sur l'Europe, qui sont peut-être pas les mêmes que ma famille politique, quand je dis par exemple que si l'euroscepticisme se nourrit de nos lâchetés, que si on avait obligé tous les énarques à la sortie de l'ENA, et je sais de quoi je parle, d'aller à Bruxelles pour peser, pour apprendre ce que c'était que la Commission européenne, si on avait obligé tous les directeurs d'administration centrale français à avoir fait un séjour à Bruxelles, si on obligeait nos parlementaires européens qui seront sur nos listes, enfin nos candidats, à parler l'anglais, on aurait plus d'influence en Europe. Et si on avait eu plus d'influence, on aimerait davantage l'Europe, parce qu'elle nous ressemblerait davantage. Mais je reviens. Je reviens parce qu'on va parler de l'Europe, et j'entends très bien que c'est très lié, évidemment. Mais avant d'arriver aux élections européennes, qui sont en mai prochain... Non, mais les idées, Madame El D'accord, Krief. bien sûr, les idées. Mais c'est aussi l'organisation d'un parti, et aussi comment trouver de quoi faire une liste, et quelles propositions proposer. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez arriver à proposer, vous et Laurent Wauquiez, à être derrière la même liste? Moi, ce que je souhaite, c'est élargir la droite depuis le début. Et ce n'est pas ce que fait Laurent Wauquiez. Mais le rassemblement, c'est pas l'uniformité. Jamais à droite, il n'y a eu qu'une seule personnalité qui résumait à lui tout seul toutes les sensibilités. Souvenez-vous, sous Chirac, il y avait Séguin et Madelin, sous Sarkozy, il y avait Juppé et Fillon. Il y a toujours eu plusieurs sensibilités, et heureusement, parce que les Français, ils se sentent de droite, mais certains sont plus libéraux, d'autres sont plus sociaux, d'autres sont plus conservateurs.
ça, la droite française. Et face à Macron, face à Emmanuel Macron, qui essaye justement d'élargir sa base politique, son socle politique de premier tour, et qui essaye effectivement d'aller piller sur nos terres. Il y parvient en partie, et à mon avis, il y parvient en partie, mais plutôt par défaut, parce qu'on refuse, nous, d'occuper ce centre droit, cette droite de gouvernement qui propose, qui accepte aussi de se projeter dans une France qui sera une France de demain, pas de reprendre les vieilles propositions de 2002, de 2007, qu'on a déjà entendues 10 fois. Il faut vraiment changer ce logiciel. Mais on a tous en nous les valeurs qui nous amènent. On peut penser une nouvelle politique familiale, on peut penser à un nouveau patriotisme. Alors, juste un mot, parce que Laurent Wauquiez est en train d'arriver justement maintenant à sa réunion. On va voir si jamais il commente ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une crise. Calmel s'est soulagé à titre personnel de cette rupture, vous aussi? Ouais. Voilà, il ne veut pas répondre. C'est normal que comme c'est une crise dans un parti, quand même, malgré tout, on cherche à avoir les réactions, bien évidemment, des principaux concernés. Virginie Calmels, elle a dit qu'elle était soulagée d'être sortie finalement de cette difficulté. Est-ce que vous comprenez que ça peut être difficile? Vous savez, je suis une présidente de région. Dans l'exercice de ma mission, je passe mon temps, j'y mets énormément d'énergie à rassembler effectivement, j'allais dire, de la droite la plus conservatrice jusqu'à l'extrême centre, parfois même un certain nombre de personnalités de gauche qui se reconnaissent dans ma politique. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rassembler autour d'un projet. Et moi, vous n'entendrez pas ce soir de ma part aucune parole qui mettrait de l'huile sur le feu, parce qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est proposer, donner de l'espoir aux Français qui se reconnaissent dans nos idées. Parce que, contrairement à ce que vous dites, Emmanuel Macron ne fait pas tout bien, et notamment... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il parvenait quand même à mettre en difficulté les Républicains et à séduire une partie d'eux. Il faut lire les sondages. Il suffit de lire les sondages. Non, mais il fait un certain nombre de réformes. Moi, je pense qu'il ne les fait pas avec suffisamment d'audace. Et par ailleurs, je pense que sur un certain nombre de sujets régaliens ou des sujets de décentralisation, de libération des énergies, je pense qu'il est... très en deçà de ce que les Français attendent. Et donc je pense qu'il y a tout un espace à occuper pour la droite et qu'on doit pouvoir l'occuper, y compris sur l'Europe, où je fais un plaidoyer vibrant sur l'engagement européen. Je rentre de Chine. Eh bien, je peux vous dire que si tous les Français avaient l'occasion de faire un voyage en ce moment en Chine, ils se rendraient compte à quel point il est absolument vital que l'on redresse l'Europe, qu'on la fasse survivre. Vous l'avez dit, l'Allemagne est dans une situation de turbulence très forte. L'Italie vient de voter populiste. L'Espagne a les difficultés qu'on connaît avec la Catalogne. Les Anglais sont sortis. Est-ce qu'on va attendre encore longtemps pour se relever, se redresser et essayer de construire un projet européen ensemble? Valérie Pécresse, sur ce thème-là, attendez, sur ce thème-là, si je mettais Laurent Wauquiez à vos côtés, là, et que je lui demandais quelle Europe il veut, est-ce que vous pensez pas qu'il dirait « Ah ben l'Italie, l'Autriche, le ministre de l'Intérieur allemand, eux ont raison », alors que vous dites « Ils sont dangereux ». Donc comment vous ferez pour faire une liste et avoir un programme commun? Mon programme s'appelle Patriote et Européen. Je pense que si on est aujourd'hui vraiment patriote, si on veut mettre la France au premier rang, je sors ce programme européen le 18 juin, qui est une date pour nous les gaullistes, qui est une date absolument emblématique, une date de résistance. Si je sors ce projet aujourd'hui, c'est parce que je pense que face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, face à la Chine, face au terrorisme, face à un continent africain qui est en train de se paupériser et de provoquer des immenses flux migratoires auxquels on ne peut pas faire face si on ne se relève pas et on ne relève pas l'Afrique. Donc tous ces sujets-là, ce monde en turbulence nécessite un engagement pro-européen. Nous voulons une droite pro-européenne. Cette droite, c'est la mienne, c'est celle que je défends. Et je pense qu'on peut se retrouver sur ce projet à la fois européen et patriote. D'ailleurs, j'ai eu la surprise de voir qu'un Guillaume Pelletier, qui est plutôt à la droite de mon parti, a dit qu'il se retrouvait dans mon projet, que des personnes de centre-droit s'y sont retrouvées aussi. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que vous dites ce soir, par exemple, à Virginie Calmels, qu'elle vienne vous rejoindre à Libre? C'est pas un sujet de personne, là encore. Essayons d'avoir un projet qui enthousiasme les Français. Essayons de leur redonner l'espoir. Parce que ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on se dise que la France, demain, notre France, elle peut être forte. On n'est pas seulement défensif. Oui, c'est vrai.
il ne faut pas qu'on renonce à nos valeurs. Oui, nous avons une identité, oui, nous avons des racines, oui, nous avons un ancrage. Mais on ne va pas faire de la politique uniquement en regardant dans le rétroviseur. On doit faire de la politique en se projetant dans la France de demain et en la rendant plus forte. Si demain, tous les Français avaient le sentiment que leur avenir sera meilleur et que celui de leurs enfants sera meilleur que le leur, eh bien, à ce moment-là, on aurait un projet et on serait tous en ligne pour le défendre. Concrètement. On serait dans un esprit de conquête, pas dans un esprit de repli. J'entends bien, et vous ne voulez pas le dire ce soir parce que vous ne voulez pas attaquer les personnes, mais vous êtes d'accord qu'il y a quand même des divergences là-dessus dans votre parti. Mais il y a toujours eu plusieurs sensibilités. Oui. Le sujet aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord avec toutes nos sensibilités pour défendre quelque chose en commun. Et vous y arriverez ? Mais oui, on y arrivera. Parce que, par exemple, Nadine Morano, qui était chez Olivier Truchot tout à l'heure, elle disait, Valérie Pécresse, elle est une diviseuse, entre guillemets, elle divise le parti, il faut qu'elle prenne sa place avec nous et d'une certaine façon, disciplinée, quoi. Mais oui, mais elle disait sans doute pas ça à Nicolas Sarkozy quand il s'opposait à Alain Juppé ou quand il s'opposait à François Fillon. Il y a toujours eu des sensibilités. Les sensibilités, c'est juste essayer par petites touches, d'influencer la ligne politique du parti. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est mon rôle. C'est mon rôle, c'est même mon devoir. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'avoir aujourd'hui Macron et des populismes, eh bien, ce serait pour moi une défaite. Alors, justement, sur l'Aquarius, par exemple, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, vous auriez accueilli l'Aquarius ? Vous ne l'auriez pas accueilli ? Est-ce que, quelle est la politique européenne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que face à l'urgence humanitaire, il faut savoir être accueillant et généreux, mais je pense aussi, et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi être crédible dans notre volonté de faire respecter nos règles migratoires. Nous avons le droit d'avoir une politique et une stratégie en matière de migration. Nous avons le droit de dire, les réfugiés, nous les accueillons, parce que c'est notre rôle, mais les migrants économiques clandestins n'ont pas leur place dans notre pays parce qu'on ne sait pas les accueillir. Alors regardez dans quelles conditions indignes aujourd'hui ils sont logés à Paris, à Calais ou dans différents centres d'hébergement en France. Vous l'auriez accueilli au port de Marseille ou pas ? J'aurais accueilli évidemment les migrants. Parce qu'on ne laisse pas en mer un bateau avec des êtres humains. On ne laisse pas en mer des êtres humains qui risquent leur vie. Mais en revanche, j'aurais installé à Marseille ce qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire un lieu d'accueil dans lequel on aurait vérifié la situation administrative de chacun de ces migrants. Et tous ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis parce qu'ils sont en situation irrégulière, je les aurais raccompagnés ou renvoyés chez eux. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de faire respecter la loi. L'autorité de la loi est bafouée en permanence. Les Français n'en peuvent plus. Et donc, on peut être humain et ferme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'humanité, on vous soupçonne de manque de fermeté. Et dès que vous parlez de fermeté, eh bien, on considère qu'on est inhumain. C'est la position italienne qui est purement scandaleuse. Qu'est-ce que vous faites lorsque Donald Trump élève des barrières commerciales et interdit ou taxe très fortement l'importation d'acier, d'aluminium européen? Eh bien, j'instaure un rapport de force. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une zone de coopération qui doit s'unir face à tous ceux qui veulent nous mettre à genoux. Monsieur Trump, qui est d'ailleurs un rapport avec les femmes que vous connaissez, n'est pas quelqu'un qui m'est particulièrement sympathique. Mais Monsieur Trump essaye de mettre l'Europe à genoux. Il essaye de nous obliger à suivre ses décisions et les intérêts des Américains. Et ensuite, et en plus, il est en train de négocier avec la Chine derrière notre dos. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se laisser plumer? On va se laisser mettre à genoux? Non, on ne va pas baisser la tête. Donc si on ne baisse pas la tête, on construit l'Europe. Et on s'y met tous ensemble. Et on construit cette Europe pour qu'elle nous protège et en même temps pour en faire un bastion conquérant. Parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de perdre le marché européen. Ça n'est pas vrai. À condition qu'on soit solidaire et qu'on soit cohérent et qu'on coopère et qu'on se serre les coudes. Alors, quelle est la différence entre l'Europe que vous décrivez? Alors, sur l'Aquarius, par exemple, il y a une différence, parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas accueilli. Et il y a un sondage ce soir qui montre que 56% des Français sont d'accord avec le fait de ne pas l'avoir accueilli. Non, ils sont d'accord avec le fait de ne pas accueillir les migrants sur notre sol. Oui, mais je ne crois pas. Je crois pas qu'on puisse poser la question comme ça. Le sujet aujourd'hui, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent on ne l'a pas accueilli, donc c'est un problème de moins. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en être humain,
En humanité, on ne laisse pas des gens mourir dans une mer déchaînée et tout seul dans un bateau. On les accueille. Mais le vrai problème, c'est que les Français ne nous font plus confiance pour les ramener chez eux. Parce que ça fait des décennies qu'on ramène personne. Et nous, il faut que nos règles soient respectées. C'est ça le défi. Alors, quand vous... Et c'est ça le défi européen. Bien sûr. Parce qu'il faut des frontières sûres. Oui, S'il n'y a pas de frontières sûres, il n'y a pas d'Europe. Mais avec qui travaillez-vous dans cette Europe-là? Vous l'avez décrite. Il y a une Italie populiste, une Allemagne fragilisée, une Autriche totalement populiste et une Europe de l'Est qui veut absolument entendre parler d'aucune de ces questions. Alors avec qui vous travaillez? De toutes les façons, il faudra travailler avec tout le monde. Mais il faut se mettre autour de la table pour débattre de savoir comment est-ce qu'on fait une Europe de la défense. Là encore, la France ne peut pas à elle seule assurer toute la défense de l'Europe en Afrique. Donc il faut qu'il y ait une participation. Les États-Unis ne nous protégeront plus. Ça fait quand même un changement majeur vis-à-vis des pays de l'ancienne Europe de l'Est qui ont toujours pensé que les Américains seraient là pour les protéger contre la menace russe. Aujourd'hui, la menace, elle n'est pas russe. La menace, aujourd'hui, elle est terroriste. Et on voit bien que les États-Unis ne sont plus du tout prêts à venir intervenir sur des territoires comme l'Afrique ou comme le Moyen-Orient, où ils ont déjà beaucoup intervenu à leur détriment. Donc, ils ne viendront plus nous protéger. Donc, si on n'a pas de défense européenne, on va péricliter. Mais comment vous les convainquez, ces pays? Mais on les pays, convainc parce qu'ils sont eurosceptiques. Et parce qu'on leur dit, patriotes et européens, c'est possible de faire les deux. C'est possible de faire les deux. Ils sont eurosceptiques parce qu'ils accusent l'Europe d'un certain nombre de dysfonctionnements. Mais il faut aussi savoir que l'Europe, elle dysfonctionne parce que nous-mêmes, nous avons été lâches et nous avons commis des erreurs. Vous êtes confiante, Valérie Pécresse, pour que votre parti aujourd'hui, votre famille politique, trouve sa place et est une liste européenne aux prochaines élections qui soit cohérente et qui ait un score correct, respectable, qui représente vraiment la force de votre parti dans votre esprit? Parce qu'aujourd'hui, les Républicains ne sont plus considérés comme le parti d'opposition. Ils sont en 3e place lorsqu'on sonde les Français. Si nous avons un projet qui est clair, qui est un projet à la fois qui protège et en même temps un projet de conquête, qui est clairement européen, mais eurolucide avec tout ce que ça comporte sur la débureaucratisation de l'Europe, sur le principe de subsidiarité. Vous avez un nom de tête de liste dans la tête? La tête de liste, pour moi, elle va en cohérence avec le projet. Donc la tête de liste, elle doit porter ce projet qui est le nôtre et il doit donc être très clairement européen. Elle doit avoir envie de s'investir à Bruxelles et elle doit porter une liste à la fois renouvelée, mais pas que, avec aussi des personnalités de la société civile spécialisées dans les politiques européennes qui seront justement en capacité d'aller négocier avec ces pays. Parce que si on prend des agriculteurs, des chercheurs, des militaires, des entrepreneurs ou des anciens militaires, puisqu'ils n'ont plus le droit aujourd'hui de siéger, on aura des spécialistes qui pourront aller dans tous les pays porter la bonne parole. Je pense que cette échéance européenne, elle concerne tous les Français, de ce qu'ils vont manger, de l'air qu'ils vont respirer, de l'avenir de leurs enfants et aussi de leur capacité à être en sécurité demain. On aura toute l'année pour faire la campagne. Merci beaucoup. Oui, mais elle commence maintenant et il faut vraiment que les Français aient conscience que c'est important. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. C'est le 20h politique avec Alain Marchal.